Nous avons suivi avec attention les rapports des différents groupes de réflexion et nous avons noté avec beaucoup de bonheur les convergences. Les convergences, que ce soit au niveau du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3. Nous nous sommes dit au départ qu'il faut donner un contenu au concept essentiel de la thématique. On parle de développement durable et équilibré. On parle de régions défavorisées. Évidemment, il faut s'entendre sur ce qu'on met dans régions défavorisées. On en a parlé. Et parlant de développement durable, nous nous sommes dit il concerne 3 piliers essentiellement, et les collègues l'ont rappelé. Il y a le pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental. Le pilier social, nous allons le ramener à la prise en compte de la personne humaine. Vous ne pouvez rien faire de sérieux, de durable, vous ne pouvez rien faire d'impactant si vous ne fondez l'essentiel sur la personne humaine. Et on a le sentiment que dans nos pays, la prise en compte de l'humain n'est pas forcément la priorité. Je donne un exemple. Pour des gens comme moi, un responsable, il y a des tâches régaliennes qui s'imposent à lui. Il n'est donc pas normal qu'il présente la réalisation de ces tâches comme étant une exception. Ce qui doit nous préoccuper, c'est celui qui ne fait pas ce qui est attendu de lui. Si je suis chargé de la gestion d'une salle de documentation, il faut au moins que les gens qui arrivent pour consulter la documentation se retrouvent facilement. S'ils le font, c'est ce qui est normal. Qu'ils puissent y trouver les documents dont ils ont besoin. Ça veut dire qu'il y a un travail d'actualisation des besoins pour faire venir dans ce centre ce qu'il faut. Et aujourd'hui, avec le numérique, nous avons des possibilités inouïes. Ça, il faut le dire à tous nos apprenants, quels que soient les secteurs dans lesquels ils sont. Malheureusement, dans nos pays, nous avons encore un problème d'éducation de la plupart des citoyens. Même si parfois les pourcentages sont flatteurs, lorsqu'on les analyse et plus profond, on se rend compte que les chiffres ne doivent pas être pris au premier degré. Il faut aller au fond des choses. Il faut aller au fond des choses lorsque nous avons nos frères et sœurs qui sont paysans dans telle et telle localité. Il faut nous interroger sur les conditions dans lesquelles ces paysans travaillent. Tous les efforts qu'ils font. Dans une situation normale, un paysan, je ne le vois pas en train de travailler avec la chaleur qu'il fait ces temps-ci à midi. Il va faire quoi? De quelle énergie dispose-t-il? Et les choses se compliquent encore ces temps-ci avec le manque de pluie. Même si bizarrement, j'ai suivi ça, je crois que c'est pendant ce mois, j'ai suivi au moins un spécialiste sur une de nos télévisions nous dire que s'il commence à pleuvoir, parce que les pluies sont toujours attendues, que nous connaîtrons encore des problèmes d'inondation. Et vous avez vu au-delà même de l'Afrique, vous avez vu le drame aux États-Unis, avec l'ouragan, les dégâts, dévastation qu'on a noté, des morts en cascade. C'est quand même effrayant. Malheureusement, quand je prends l'exemple de ce pays, le phénomène, le personnage qui dirige ce pays est une calamité pour notre monde. C'est une calamité pour notre monde. On peut comprendre certaines de ses positions, mais globalement, voilà quelqu'un qui est climato-sceptique. Il faut qu'il nous explique ce qui se passe pour qu'il y ait autant de dégâts après des tempêtes. Mais ça, ça ne le préoccupe pas forcément. Ça ne va même pas s'interroger sur ce qu'il faut faire pour ce pays-là. Il y a d'autres positions qu'il adopte qui peuvent passer. Mais globalement, le rapport aux autres, c'est questionnable. Ça, c'est un point de vue personnel. Au niveau économique, nous sommes dans des pays où, selon les chiffres, nous avons autour de 90% de travailleurs qui sont dans le monde de l'informel.
Vous avez globalement, entre 2021 et 2022, nous sommes à un peu plus de 36% de taux de pauvreté. Et il y a eu une légère amélioration par rapport aux chiffres de 2018-2019. C'est déjà assez gros. Parce que l'essentiel des travailleurs se trouve dans l'informel, évidemment. Nous avons des taux flatteurs de chômage, taux de 4%. Ça nous amuse. Pour quelqu'un comme moi qui est enseignant, quand je vois le nombre d'étudiants que nous livrons au marché du travail, au monde de l'emploi chaque année, et quand nous voyons toutes les souffrances que ces étudiants endurent, je le souligne, mais j'ai l'impression qu'on n'en prend pas conscience. Nous sommes dans un pays où les stages sont bénévoles. Et il est difficile d'avoir un stage bénévole. Vous imaginez un peu ça? Le jeune, il étudie, il finit sa formation, il veut avoir ce complément de compétences pour être performant dans le monde professionnel. Et pour avoir l'occasion d'un stage bénévole, c'est la croix et la bannière. Mais on va lui dire quand il aura une opportunité d'emploi qu'il n'a pas suffisamment d'expérience. Comment voulons-nous qu'il ait de l'expérience si on ne lui donne pas l'occasion d'en développer? Ce sont des questions. Et nous avons parlé de régions défavorisées, ça passe aussi par là. Les jeunes que nous formons, regardez même dans le monde de l'artisanat, beaucoup d'apprentis ne finissent même pas leur formation. Dès qu'il y a de petits jobs, ils abandonnent l'atelier et puis commencent à voler les clients de leur patron. Parce qu'ils leur proposent des coûts, de choses là, de prestations, coûts réduits. Si le patron prend 2 francs, lui dit bon, avec 1 franc, je vais me débrouiller. Il ne connaît pas le métier. Il jongle. Parfois, il est avec son patron, il utilise de façon clandestine le matériel, les outils de son patron. Tout ce monde-là, nous ne le souhaitons pas à notre pays, mais si on y prend garde, ça risque de devenir les bombes de demain. Et c'est pire que le terrorisme. Le terrorisme est déjà assez grave. Le terrorisme, c'est quelque chose d'horrible. On porte atteinte à la vie de gens qu'on ne connaît même pas. Parce que cette personne a eu le tort de se trouver sur notre chemin. Puis nous, on vit au quotidien. On vit au quotidien. Donc il faut qu'on s'y penche. Il faut qu'on s'y penche parce que nos enfants sont de plus en plus désespérés. Et parmi vous, il y a des patrons. Il y a des parents ici. Excusez-moi. Regardez le nombre de parents qui hébergent encore les enfants chez eux. Les enfants vont rester chez nous jusqu'à nouveau désordre. Mais l'idéal de chaque parent, vous voyez, on construit beaucoup de chambres à la maison pour que les enfants y logent. Mais les enfants ont vocation à sortir de la maison. Et puis à un certain âge, on se rend compte qu'on a construit trop de chambres. On a de la peine à les entretenir. Et puis les gens que nous trouvons pour nous accompagner, là il faut payer que ce soit des personnes recommandables. Regardez le nombre d'enfants qui vont et viennent, les nuits d'insomnie des parents. Vous avez investi sur l'enfant, vous l'avez inscrit dans les bonnes écoles, il finit et puis il est là. Et généralement, les plus brillants, les plus dynamiques, ils ne s'accrochent pas au diplôme qu'ils ont fait. Ils réfléchissent à autre chose. Le développement passe par là aussi. Quelqu'un a dit tout à l'heure, les régions défavorisées, c'est pas forcément dans la distance. Si vous promenez, on a eu des exemples, non loin de Cotonou, vous avez des zones défavorisées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, pour aller de Boycon à Covert, c'était pas facile. Et il fallait, si vous aviez un véhicule climatisé, si vous êtes heureux. S'il n'est pas climatisé, votre tête change de couleur. Ce sont des réalités. Il y a quelques années, vous empruntez la voie Ouida à Kwamassé. Quelqu'un a dit que pour parcourir une quarantaine de kilomètres, on fait 2 heures.
Il y a des régions dans lesquelles tout récemment, je crois qu'il y a un conseil des ministres il y a 2 ou 3 semaines où le gouvernement a débloqué des ressources pour l'approvisionnement en eau dans Tata. Moi j'ai découvert ça, je suis allé rendre visite à une nièce, puis je découvre qu'il n'y avait pas d'eau. À Gbanganda à côté, hein, les gens n'avaient pas d'eau. Et j'entendais du bruit d'un moteur. Je dis, ah non, non, c'est peut-être l'eau qui est arrivée, hein, il faut apporter les seaux pour faire des provisions. À Cotonou, hein. Cotonou, c'est Mercodi. Le Bénin profond, c'est aussi ça. Le Bénin profond, c'est aussi ça. Regardez les situations que vivent nos populations qui sont logées du côté des frontières. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces compatriotes se sentent intégrés? Que ces citoyens et ces citoyennes sentent qu'ils font partie de la communauté nationale qui est en construction. Donc beaucoup d'efforts est fait. On ne peut pas ne pas le reconnaître, à moins qu'on veuille être malhonnête intellectuellement. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais par rapport aux défis que nous avons à relever, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Ces efforts doivent être soutenus. On a parlé de partenariat public-privé, les gens en ont besoin. Les gens en ont besoin. Celui qui investit ses ressources dans le secteur économique, qu'est-ce que la nation lui accorde comme facilité? On peut de ce point de vue-là s'inspirer de réalités d'autres pays. On accompagne ceux qui investissent en retenant un certain nombre de paramètres. Combien d'employés ils ont? Quelles sont les conditions de travail de ces employés-là? Quel est le niveau d'investissement dans l'outil industriel? Ce sont des critères qu'on peut évaluer pour gratifier les plus méritants. Parce que c'est humain. Hein? Si les gens font quelque chose de bien et que personne ne le leur dit, et qu'on ne se souvient d'eux que lorsqu'on doit leur taper sur les doigts. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y a des médecins béninois qui s'en vont. Il y a des collègues de la faculté de médecine qui sont partis. Hein. Ils ont été recrutés et ils ont l'occasion d'aller faire des stages en France notamment. Ces stages-là, ça leur apporte un peu de sous. Mais lorsqu'ils connaissent des difficultés ici, ils restent. Hein. Ils restent. Alors que ça ne nous suffit pas. Au niveau de l'université, pour prendre cet exemple, nous avons un sérieux problème de ressources humaines. Avec la massification, il y a des amphis de 5000 étudiants. La plus grande salle, le plus grand amphi, c'est amphi 1000. Les autres, ils étudient comment? Avec le e-learning, on a la possibilité d'améliorer l'encadrement, mais il faut de l'équipement. Il faut de l'équipement. Vous avez remarqué ces jours-ci que Internet bégaye. Moi, j'ai reçu chez moi aujourd'hui les gens de Certis, ils sont venus, ils ont eu un travail d'accompagnement extraordinaire. Il faut le souligner. Une entreprise qui vous écoute quand vous avez des problèmes. Moi, j'en ai bénéficié. Ils sont venus, ils ont identifié la panne, ils ont réglé le problème. Ce sont des cas qu'il faut évoquer pour en féliciter les uns, ceux qui fournissent ces efforts, et inciter les autres à faire pareil. C'est comme pour nos enfants à la maison. Quand ils font bien, il faut le leur dire. Il ne faut pas être seulement le loup-garou. Celui qui gronde, quand papa est là, tout le monde se cache. Les enfants qui se cachent quand leur papa n'est pas là, c'est pas bon pour le papa. Parce qu'il vit avec des enfants qu'il ne connaît pas. Il faut leur accorder le bénéfice du doute, le bénéfice de l'erreur. Parce que c'est à travers les erreurs qu'on apprend. J'ai voulu aller au-delà de région pour aller au niveau des individus, parce que c'est important. C'est important. Il y a des gens que vous recevez, rien que de les écouter, ils sortent apaisés. Et vous dites, je suis venu vous voir, père directeur, vous m'avez écouté, c'est déjà très bon. Et vous m'avez prodigué des conseils. Le fait de m'écouter, de me laisser le temps de poser mon problème, c'est déjà dans la thérapie. Donc il faut continuer de mettre en place des infrastructures. Il faut financer des activités propres aux régions. Au-delà de ce que l'on conçoit pour la nation, il faut que pour les localités, il y ait des préoccupations spécifiques. Regardez, quand on a eu les 3 conférenciers la dernière fois, il y a un problème qui a été évoqué, je ne sais pas si on y a fait attention.
Malheureusement, un citoyen est décédé il y a quelques jours pour des histoires d'interdiction d'exportation de produits. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ils ont utilisé un terme qui me paraissait nouveau là. On ne doit pas mourir pour ça, les amis. Je ne peux pas avoir produit, même si je suis en infraction, je ne peux pas mourir pour ça. La vie humaine est sacrée. C'est pas bien, c'est pas bien. Celui-là, il laisse des enfants, il laisse une veuve ou des veuves. Qui va s'occuper d'eux? Dans un pays où la prise en charge sociale n'existe pas. Cette absence de prise en charge est palliée par la solidarité familiale qui malheureusement devient quoi, les amis sociologues? Elle se meurt. Où allons-nous? Où allons-nous? Ce sont des questions de fond. Évitons d'en arriver au jour, et je vais finir avec ça, où nos enfants vont dire, papa, maman, où étais-tu quand ça se passait? Qu'avais-tu fait quand ça se passait? Vous savez que des enfants qui lèvent la main sur leurs parents, c'est une malédiction. Que Dieu nous épargne les malédictions, que notre pays avance, que nous donnons les moyens d'aller de l'avant. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.